bruit derrière, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Besséda. Bonjour à tous et à toutes. On est très heureux avec Mirechet Yehuda Manitou et Lilmod d'avoir Michael Mijigoda pour nous parler du Rambam et de Mishpatim, de la juridiction en Israël. Voilà, on peut débuter. Voilà, bien, bonsoir à tous, chers amis. Merci beaucoup pour cette invitation à partager avec vous quelques réflexions et quelques enseignements de Torah, et plus particulièrement sur le sujet qui est mon sujet, je dirais, professionnel, parce que le sujet duquel j'aimerais vous entretenir, c'est la place qu'a, s'il en a, Maïmonide dans le système juridique israélien. J'entends par là me servir de Rambam ou de Maïmonide comme, non pas d'un prétexte, mais comme peut-être un exemple de ce que peut être l'influence du droit hébraïque, c'est-à-dire de la tradition juridique juive sur le système juridique israélien. Comme mot d'introduction, je dirais juste, parce que peut-être que ce n'est pas clair pour tout le monde, mais j'imagine que je ne vous enseigne pas quelque chose que vous ne connaissez pas lorsque je vous dis que le système juridique en Israël n'est pas identique à la halakha ou à la tradition juridique juive. Le système juridique israélien est hérité du mandat britannique, qui lui-même a hérité de l'époque ottomane. Avec la création de l'État, pendant en fait, toutes les premières années, les premières décennies de l'État, il y a eu un grand travail de législation qui a été faite par la Knesset, qui est le souverain en Israël. Et dans le cadre de cette législation, à laquelle a participé bien entendu le ministère de la Justice et le département qui est habilité à préparer les lois, il y a eu une contribution importante, relativement, de la tradition juive à l'élaboration des lois qui sont les lois souveraines israéliennes. Et ce n'est pas de cela que j'aimerais vous entretenir. Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est réellement de répondre à la question que j'ai donnée comme titre. Quelle place pour Maïmonide dans le droit israélien et plus particulièrement dans la jurisprudence, c'est-à-dire dans les arrêtés des tribunaux en Israël. Et pour ce faire, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais faire ici un share screen. Un instant, j'espère que ça va marcher. Confirmez-moi juste que vous voyez. C'est OK, tout est OK. D'accord, voilà. Donc, la question que je pose, c'est quelle est la place pour Maïmonide dans le droit israélien et, comme dit, plus particulièrement dans la jurisprudence, c'est-à-dire dans les arrêtés des tribunaux, essentiellement la Cour suprême, mais pas seulement. Et pour ce faire, ce que nous allons faire, c'est en réalité passer en revue différents exemples. Et nous allons, un instant, j'espère que ça va marcher, oui. Ce que nous allons faire, c'est nous allons donner quelques exemples des juges qui ont siégé essentiellement à la Cour suprême et voir quelques illustrations de comment les juges se sont servis et se sont puisés dans Maïmonide, que ce soit essentiellement dans son Mishneh Torah, c'est-à-dire dans sa codification de la halakha, ou que ce soit dans d'autres œuvres de Maïmonide, ses Responsa, ou bien même son Moreh Nevuchim, son guide des égarés, comme nous allons le voir. Premier exemple, pour entrer tout de suite, comme dit, dans le vif du sujet, et je vais mentionner des noms qui, ceux qui ne sont pas juristes parmi vous, peut-être certains d'entre ces noms ne vous diront rien, encore qu'il me semble que ce sont quand même des juges qui ont marqué la société israélienne
peut-être qu'aujourd'hui, parmi vous, quelqu'un se rappelle du juge Moshe Zilberg, qui fut juge à la Cour suprême, comme vous le voyez, entre les années 50 et 70, et qui a contribué d'une façon très, je dirais, marquante la qualité des jugements rendus par la Cour suprême israélienne. Le juge Zilberg était lui-même dans son enfance, et il était considéré, là où il a évolué, en Pologne, je crois, je ne me rappelle plus maintenant du nom de sa ville, c'est un petit peu difficile à prononcer, mais enfin, il était considéré comme un Iloui dans sa yeshiva. Il a donc, dans sa jeunesse, appris dans des yeshivot, et il a acquis une maîtrise certaine des sources juives. Il est devenu ensuite, par formation, juriste, et ici en Israël, il est devenu un des juges de la Cour suprême. Et juste un petit exemple, sans rentrer maintenant dans le détail, parce que ce que nous allons faire, c'est donner des illustrations qui sont, comme vous allez le voir, très, je dirais, éclectiques. Nous allons donner différents exemples de domaines juridiques différents. Là, avec cet arrêt de la Cour suprême, écrit ici en l'occurrence par le juge Zilberg, et il ne s'agit ici bien entendu pas de l'ensemble de l'arrêté, mais du jugement, mais juste une petite citation de ce jugement. Le problème qui était traité par la Cour suprême, qui est arrivé à la Cour suprême, avait à voir avec un problème de droit civil qui concerne le droit de location. Et se posait la question de savoir, est-ce que le droit de location est un droit qui donne ce qu'on appelle en droit un droit réel, c'est-à-dire un droit dans l'objet même, l'objet de la propriété, ou bien est-ce que la location donne un droit qui est un droit qu'on appelle un droit d'obligation, c'est-à-dire j'ai un droit vis-à-vis d'une personne et non pas un droit sur une chose. Voilà la distinction que font les juristes. Et ici, le juge Zilberg fait une analyse de droit comparé, et il donne une place importante dans cette analyse de droit comparé de différents systèmes juridiques. Il donne, comme il se doit dans une cour de justice dans un État d'Israël indépendant, il donne une place importante à la tradition juridique juive. Et pour ce faire, il cite, entre autres, regardez ce passage, j'espère que vous le voyez ici, ce passage de Rambam tiré de Ilchot Sechirut de Maïmonide, dit Rambam, Mikan ani omer, שהמשכיר בית לחברו לזמן קצוב, ורצה הסוחר להשכיר בית לאחר עד סוף זמנו, משכיר לאחרים. La question traitée par Maïmonide était de savoir, est-ce que quelqu'un qui a loué une maison a-t-il le droit de la sous-louer? Est-il considéré comme un propriétaire qui peut lui-même sous-louer quelque chose? Et Maïmonide fait une distinction entre location de biens immobiliers qu'on peut effectivement sous-louer, en opposition à des biens mobiliers qui, eux, on ne peut pas les sous-louer parce que le propriétaire peut s'opposer à ce que son objet soit entre les mains de quelqu'un qui risque de lui causer un préjudice, alors que le bien mobilier, lui, ne risque rien et donc on peut le sous-louer, ce qui laisse supposer qu'il y a un caractère de droit réel dans le droit de location, en tout cas lorsqu'il s'agit de la location d'un bien foncier. Voilà donc un premier exemple. Deuxième exemple, un juge qui, je crois, est tombé dans l'oubli, le Shofet Bechor, mais le jugement en question est un jugement extrêmement intéressant et qui finalement a amené à un changement dans la loi israélienne. Le sujet qui était traité, vous voyez que le juge Bechor a siégé à la Cour suprême entre les années 1977 et 1980, donc il n'a pas siégé très longtemps à la Cour suprême. Le sujet qui ici nous occupe dans ce jugement qu'il a rendu était, comme vous le voyez, comme c'est ici rendu dans un des journaux qui est paru à cette époque, la question était de savoir Hakofé Ishto le Yachase Min
Anas. La question était de savoir, est-ce que dans le cadre du mariage, peut-il y avoir un concept de viol? Est-ce qu'un mari peut être considéré, peut être accusé, peut être traîné en justice pour le viol de sa propre femme? Est-ce que dans le cadre du mariage, la notion de viol est pertinente? Ce sujet était d'autant plus problématique dans la mesure où la loi pénale israélienne, dont je vous donne ici la version qui était celle qui a été traitée par la Cour dans ce précédent juridique, les termes de la loi étaient les suivants. Regardez bien. Aboel Isha, donc celui qui a une relation avec une femme, Shelo Kadin, donc en contrevenant à la loi, Neged Retzona, contre son gré. Il y a ici comme quelque chose qui a l'air d'être une répétition. Nous dirions, si c'est contre son gré, eh bien c'est contre la loi. Le fait de dire Shelo Kadin Neged Retzona, d'où ça vient? Ça contrevient à la loi et c'est contre le gré de la femme. Tor shimush bekoach o ba'imo alea b'mavet o b'chabalat aguf. Donc, quelqu'un qui viole une femme, qui s'impose à elle par la force et par la menace. C'est bien entendu un crime qui est sanctionné par Ma'asar Arba Esre Shanim, par une peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à 14 ans d'emprisonnement. C'est donc un crime, mais il est défini par Aboel Isha Shelo Kadin Neged Retzona. Comment comprendre cette loi? Il faut juste savoir que la loi pénale israélienne, comme je l'ai dit dans mon avant-propos, en ce qui concerne le droit pénal, la loi israélienne a hérité du mandat britannique. Le mandat britannique, lorsqu'il est arrivé en Eretz Israël, dans les années 1900, à partir de 17 à peu près, eh bien, le mandat britannique a imposé ici sa loi pénale. Et dans la conception britannique, eh bien, les termes de la loi ont leur sens dans la mesure où, pour le droit britannique, au sein du mariage, il n'y a pas de conception de viol, puisque c'est un droit du mari que d'avoir des relations avec sa femme. Voilà ce qui explique les termes de la loi. Lorsque cette question s'est posée devant la Cour suprême qui devait interpréter la loi dans un Israël indépendant, s'est posé la question de savoir comment va-t-on interpréter la loi. Et on a demandé, je reviens ici en arrière, à Boel Isha Shelo Kadin, on s'est dit, il faut s'en référer pour savoir si la relation sexuelle est permise ou interdite, il faut s'en référer au droit personnel, c'est-à-dire au droit du couple, au droit qui régit le mariage en question. Donc, pour les Juifs, et en ce qui concerne le prévenu dans ce cas-là, c'était un Juif, c'était un couple juif qui avait violenté sa femme et qui avait violé sa femme. Il a été traîné en justice et il se défend en disant, mais dans le cadre du mariage, il n'y a pas d'interdit. Ce n'est pas chez l'Okadin. Alors, on s'en réfère. Que dit la halakha sur cette question? Et sur cette question a été rapporté devant la Cour suprême, c'est mon prédécesseur au Misrad HaMishpatim, le professeur Nachum Rakover, qui a écrit un mémoire sur cette question, qui a été présenté devant la Cour suprême, et la Cour suprême, dans cet arrêt, dit, regardez, Siag le chiyuva anal shel isha kayam al pi Rambam. Donc, en principe, la femme a une obligation d'avoir une vie conjugale avec son mari. Certes, c'est vrai, mais il y a une exception à cela, ou en tous les cas, vehu, שאם טענה אישה שבעלה מאוס עליה ואינה יכולה להיבעל לו, כופים את הבעל לגרשה. C'est-à-dire, la femme, certes, a en principe une obligation conjugale, d'ailleurs c'est également une obligation qui est l'obligation du mari, d'avoir une vie conjugale avec sa femme, mais cela doit être fait uniquement dans le cadre du consentement
mutuelle entre les époux. Et un homme marié ne peut pas s'imposer à sa femme. Mipene dit Maïmonide, et c'est là Maïmonide qui est cité, She'eina Shavuya Shetibael Lesanui La. La femme n'est pas une prisonnière au point qu'on peut lui imposer d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui la dégoûte ou qu'elle ne désire pas. Vous voyez ici Maïmonide cité dans le cadre de l'arrêt de la Cour suprême, et donc la Cour suprême a interprété la loi en disant, dans le cadre des couples juifs, une relation sexuelle forcée est un viol, elle est chez l'Okadin, et plus tard, donc, et regardez, il cite encore un peu plus loin, Rambam Omer, Velo ye'enosota ve'yiv'ol be'al korcha ela beda'ata, dit Maïmonide, qui est cité donc par la Cour suprême, et cet arrêt de la Cour suprême a finalement, j'ai oublié de le rapporter ici, a finalement amené à, un instant, à l'amendement de la loi, si bien qu'aujourd'hui, les termes chez l'Okadin, dans la loi actuelle, ont été effacés. Et la loi actuelle prévoit Aboel Isha Neged Retzona. Peu importe si c'est un homme qui est étranger au couple ou si c'est le mari, même dans le cadre du mariage, il y a crime lorsqu'il y a viol. Voilà donc ce deuxième exemple. Troisième exemple, un autre des juges célèbres de la Cour suprême, il n'a pas été seulement juge à la Cour suprême, il a été également conseiller juridique du gouvernement, il a été également ministre de la Justice. Il s'agit de Chaim Cohen. Chaim Cohen a siégé à la Cour suprême pendant une vingtaine d'années, depuis le début des années 60. Et dans le cadre du précédent juridique que je vous présente ici, ce qui occupait le tribunal dans ce précédent, c'était de nouveau un cas de droit pénal. En l'occurrence, il s'agissait de quelqu'un qui était accusé de polygamie. C'était un ressortissant arabe, je crois, qui a été traîné en justice parce qu'il a contracté un mariage avec une deuxième femme. Lui prétendait que d'abord c'est sa tradition et ensuite sa première femme, était d'accord avec ce deuxième mariage. Et là, le juge Cohen va pour établir quelle est la peine qu'il va infliger au prévenu. Il se réfère à Maïmonide dans son guide des égarés. Et là, je vous ai rapporté, non pas pour nous faciliter la chose, dans la version de la traduction de Salomon Munk, la fameuse et excellente traduction de Munk, dans la troisième partie du Moreh Nevuchim, au 41e chapitre, Maïmonide donne ce qu'on pourrait définir comme une théorie pénale, ouais, Torat Anisha. Et voici ce que nous dit Maïmonide. Je lis avec vous, sache que pour la pénalité, donc pour les peines, tantôt graves et fort douloureuses, tantôt moindres et faciles à supporter, donc la gravité de la peine est fonction de 4 choses qui sont prises en considération. 1, la gravité du crime, car les actions dont il résulte un grand dommage entraînent une peine plus forte, tandis que celles qui ne causent qu'un dommage peu considérable sont punies plus faiblement. Voilà donc le premier critère ou la première considération. Deuxième considération, la fréquence du cas, car la chose qui arrive plus fréquemment doit être réprimée par une peine plus forte, tandis qu'il suffit d'une peine faible pour réprimer un crime qui ne se présente que rarement. Troisième considération, la force de l'entraînement, c'est-à-dire à quel point les citoyens sont enclins ou sont,
oui, sont enclins à transgresser l'interdit, la force de l'entraînement, car la chose à laquelle l'homme est entraîné, oui, il a une passion pour cela, soit par la passion qui l'y excite violemment, soit par la force de l'habitude, soit enfin par la grande douleur qu'il éprouve de s'en abstenir, rien ne peut lui faire renoncer si ce n'est la crainte d'un grave châtiment. Ça, c'est donc la troisième considération. Et enfin, la quatrième, la facilité de perpétrer la chose en cachette et avec mystère, de manière que d'autres ne s'en aperçoivent pas, car une telle action ne peut être réprimée que par la crainte d'un châtiment grave et énergique. Ces quatre considérations, ces quatre shikulim présentés par Maïmonide constituent encore jusqu'aujourd'hui des critères fondamentaux pour décider et pour décider quelle va être la gravité de la peine. Et dans ce jugement rendu par le prophète Chaim Cohen, il dit, étant donné que le prévenu est quelqu'un pour lequel il est difficile de se séparer de cette habitude qu'il a dans sa tradition, dans sa culture, et donc il est enclin justement à cette pratique que la loi essaye de déraciner de la société israélienne. Et donc, le troisième critère évoqué par Maïmonide, il cite ici, Kfara Rambam Zal, Averot Asher Alem Mevia Ta'ava et Ta'adam ou Merov Hahergel, שהתרגל להם יגרום לו על ידי הנחתם צער גדול, וידוע שלא יימנע מהם אלא על ידי יראת עונש גדול. Et cet élément va être déterminant pour Chaim Cohen pour décider de la gravité de la peine qu'il va infliger à ce prévenu. Voilà donc un troisième exemple. Quatrième exemple, et là c'est une figure de laquelle vous avez certainement entendu parler, le juge Menachem Elon. Le juge Menachem Elon, avant d'arriver à la Cour suprême, a fait une carrière importante et au Misrad HaMishpatim et surtout une carrière universitaire importante. Il a produit, on pourrait dire, le textbook, je ne sais pas comment on dit en français textbook, le livre essentiel, le livre fondamental sur le Mishpat Ivri, qui donne une fresque vraiment monumentale de l'histoire du Mishpat Ivri, des œuvres essentielles qui constituent le Mishpat Ivri, le droit hébraïque, et des institutions essentielles du droit juridique, du droit hébraïque, pardon. Et donc le juge Menachem Elon, qui a siégé à la Cour suprême depuis 1977 jusqu'à 1993, a enrichi les arrêts de la Cour suprême israélienne d'une somme importante, et aussi bien en quantité qu'en qualité, d'arrêts juridiques dans lesquels il fait référence et il donne, je dirais, des dissertations entières sur les sources du droit hébraïque, sur le développement du droit hébraïque. Il y a des centaines de piskei-din, donc d'arrêts juridiques importants que nous lui devons et qui ont enrichi aussi bien le système juridique israélien que le droit hébraïque lui-même. Et là, j'aimerais vous donner, le temps qui m'est imparti est limité, donc je pensais donner deux exemples, je vois que je vais en donner qu'un seul. L'exemple que j'aimerais vous donner est lié de nouveau dans le domaine pénal à la loi suivante qui concerne ce qu'on appelle, en français je crois, la légitime défense. Haganat Hatzorech. Cette légitime défense, à l'époque, était formulée sous la forme que vous avez ici devant les yeux. J'aimerais lire cela avec vous. Le droit pénal prévoit qu'il y a des cas dans lesquels une personne peut être considérée comme exemptée de responsabilité pénale si elle a commis un acte qui certes est défini par la loi
comme un acte criminel, comme un crime, mais elle l'a fait pour la bonne cause. Pour la bonne cause. Et voici ce qui est dit. Nitan liftor adam me'achayut plilit. On peut exempter une personne de responsabilité pénale, le maaseh olemerdal, donc pour un acte ou pour au contraire une inaction. אם יש בידו להראות שלא נהג כפי שנהג, אלא כדי למנוע תוצאות שלא ניתן למנוע בדרך אחרת, ושהיו גורמות חבלה חמורה או פגיעה בגופו, בכבודו או ברכושו או בגופם או בכבודם של אחרים שהגנתם עליו. Donc, il n'a agi comme il a agi, par exemple, prenons un exemple, il a agi par exemple avec violence. Il a violenté, il a voire même blessé quelqu'un, mais il l'a fait pour éviter une blessure plus grave, ou pour sauver un innocent. Mais un innocent, shel acherim she'aganatam alav, les termes de la loi, qui de nouveau étaient hérités du mandat britannique, on parlait d'une exemption de responsabilité pénale au cas où je suis intervenu et j'ai usé de force, par exemple, pour sauver quelqu'un chez Aganato Alay, dont j'ai la responsabilité, dont je dois assurer la défense. Le cas juridique qui s'était présenté devant la Cour suprême était un cas dans lequel un homme s'était interposé pour sauver une autre personne qui lui était a priori étrangère. Ce n'était ni son fils, ni son père, ni quelqu'un de ce type. C'était un ami, tout simplement, qui était en danger parce qu'il y avait des assaillants qui essayaient de le molester et il a usé de force pour les repousser. Il s'est avéré que ces étrangers n'étaient autres que des policiers habillés en civil, ce qu'il ne savait pas. Il est traîné en justice et il se défend en disant « Eh bien, j'ai agi pour légitime défense pour sauver quelqu'un ». Et le tribunal de dire « Oui, d'accord, mais tu as sauvé quelqu'un. Est-ce que c'est quelqu'un chez Aganato Alecha? Est-ce que tu en as la responsabilité ?» Non. Et la majorité des juges à la Cour suprême interprètent les termes de la loi en disant « On ne peut pas accorder ici d'exemption de responsabilité pénale parce que les termes de la loi ne le permettent pas. » Le juge Elon, lui, dit « Un instant, nous sommes dans un État juif et nous devons lire cette loi qui, certes, nous avons hérité du mandat britannique, mais nous devons lire cette loi selon des critères qui sont des critères et une hashkafa, une façon de voir les choses qui est la nôtre, qui est une façon juive. Quelle est la hashkafa, quelle est la philosophie juive sur cette question? De qui suis-je le gardien? De qui suis-je le gardien? À qui dois-je assurer la défense? Est-ce que c'est uniquement dans le cas de la famille? Est-ce que c'est uniquement si je suis policier, je dois assurer la défense du citoyen? Ou bien est-ce que dans la tradition juive, nous connaissons le principe qui veut que non seulement j'ai le droit, mais j'ai même l'obligation de m'interposer pour sauver une personne en danger, quelle qu'elle soit. Il n'est pas nécessaire que cette personne qui soit en danger soit mon fils ou mon père, ou que je sois un policier qui est affilié et qui est habilité ou qui a une fonction publique d'assurer la défense des citoyens. Chacun est responsable pour autrui. La conception juive est que cette arvout, cette comment dit-on, cette solidarité nous impose à chacun à venir en aide à celui qui est en danger. C'est ce fameux din que nous connaissons comme étant le din Rodef, cité par le juge Elon dans son arrêt en disant, voici ce que dit Maïmonide, avala Rodef achar chavero le horgo, afilu haya Rodef katan, hare kol Yisrael metzuvim la'atzil hanirdaf miyad harodef.
Lorsque quelqu'un est en danger, qu'il y a des assaillants qui essayent de lui faire du mal, nous avons l'obligation de lui venir en aide, même si c'est au prix de la vie de l'assaillant. Et le Rambam de rajouter celui qui peut sauver autrui et qui ne le fait pas, transgresse la mitzvah de la Torah, de lo ta'amod al dam re'echa. Tu ne resteras pas indifférent devant le sang de ton prochain, ça veut dire quand ton prochain est en danger. Et le juge Elon, dans ce jugement-là, est resté en minorité, mais suite à cet arrêt de la Cour suprême, la loi israélienne a été amendée. Et voici aujourd'hui les termes de la loi. Regardez bien. L'article en question s'appelle l'article de Hagana Atzmit, donc la légitime défense, qui est ainsi défini par les termes de la loi actuelle, la loi israélienne qui est aujourd'hui en vigueur et qui a été amendée suite à l'arrêt du juge Elon, qui lui-même s'est référé à Maïmonide. Et voici ce que dit aujourd'hui la loi. Lo yissa adam b'achrayut plilit le maaseh she'haya darush beofen miyadi. Donc une personne n'aura pas de responsabilité pénale pour un acte qui était nécessaire de faire de façon immédiate que de la hadoft kifa pour repousser une attaque chez l'okadin qui était illégitime, chez nishkefa mimena sakana muchashit shel pgia bechaya bechiruto begufo beruchusho, donc une attaque qui mettait en danger la vie, la liberté, le corps ou même le bien d'autrui, chez lo ou chez zulato, que ce soit un danger que j'encourais moi-même ou que mon prochain, et les termes acherim shehaganatam alav, un prochain dont il a la responsabilité, ces termes-là ont été effacés du texte de la loi. Si bien qu'aujourd'hui, la défense, si aujourd'hui ce précédent juridique s'était présenté devant la Cour suprême, eh bien, notre prévenu aurait été relâché, aurait été acquitté conformément à la tradition juive telle que nous l'a rapporté Maïmonide et telle que l'a rapporté le juge Elon dans son jugement. Le temps m'étant limité et voulant vous donner plusieurs illustrations, comme dit encore une fois, je m'excuse du fait que c'est éclectique, mais c'est ainsi que j'ai choisi de vous présenter la chose en ne me cantonnant pas sur un seul exemple que nous aurions pu approfondir, mais en vous donnant un petit peu de quoi ce qu'on appelle teimot, ouais, un petit peu de goûter un petit peu de différents exemples. Le prochain exemple est tiré d'un jugement, et je fais référence au juge Yitzhak Englard. Le juge Englard, qui a siégé à la Cour suprême depuis 1997 jusqu'à 2003, après une brillante carrière universitaire. Le juge Englard est né en Allemagne, il a grandi en Suisse, il est monté en Israël au début des années de l'État, dans les années 50, je crois. Et petite curiosité, Rivka, peut-être que tu le sais, il a, entre autres, acquis des connaissances de Torah à la yeshiva de Montreux. Il était pendant quelque temps à la yeshiva de Montreux et j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui. Il en garde un précieux souvenir. Quoi qu'il en soit, le jugement en question ici traitait des problèmes de droit des avrechim, des kolélim. Vous savez, ces juifs qui se consacrent entièrement à l'étude et qui, se consacrant à l'étude, ils sont ce qu'on appelle Toratam Umanutam et ne peuvent, dans leur engagement, pour pouvoir être exemptés de
leur service militaire, ils s'engagent à ne pas travailler, à se consacrer entièrement au Limud Torah. Le Chaver HaKnesset Kabel a présenté une plainte devant la Haute Cour de justice, devant le Bagatz, concernant la question de savoir est-ce que les Avrechim en question avaient ou n'avaient pas le droit d'obtenir des allocations qui concernaient des allocations de logement ou des hatavot, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit en hébreu, hatavot, des facilités pour l'acquisition de logements. Et nous n'allons pas rentrer maintenant dans les méandres de la discussion juridique, mais une des questions qui s'était posée, c'était justement la question de savoir est-ce qu'on pouvait, un des critères qui était nécessaire pour pouvoir avoir droit, c'était de ce qu'on appelle, et j'ai du mal à traduire ça en hébreu, peut-être vous pouvez m'aider, il faut comme condition préalable être quelqu'un chez Mitza et Kosher Haïstakrut, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait tous les efforts possibles pour comment dire, assurer au maximum sa subsistance, et bien qu'il fasse tous les efforts pour sa parnassa, il n'arrive pas à avoir assez de moyens pour pouvoir se payer un logement ou une location, et alors il y a une aide gouvernementale. Voilà, c'était la question qui était traitée dans ce jugement. Le juge Englard était en mi-août, qu'il considérait qu'on n'avait pas le droit dans la mesure où d'un côté on interdisait à ces avrechim, on peut discuter bien entendu de la question de la légitimité du fait que ces avrechim ne participent pas à l'effort militaire, et j'aurais pu vous rapporter d'autres jugements de la Cour suprême dans lesquels on s'est servi de Maïmonide pour traiter ce genre de questions. Mais ici, en l'occurrence, le juge Englard fait référence à un passage de Maïmonide, un passage dans lequel il dit certes, dans la tradition juive, cette question de savoir est-ce qu'il est légitime de s'adonner entièrement à l'étude de la Torah sans avoir à cœur d'avoir un métier qui puisse permettre notre subsistance et notre parnassa, Maïmonide s'inscrit il est peut-être même le chef de file de ceux qui s'opposent farouchement à ceux qui prétendent avoir le droit d'avoir une aide sociale sous prétexte qu'ils s'adonnent à l'étude de la Torah. Dit le Shofet Englard, il cite Maïmonide, regardez, Al-Ashkafato zo chazar Rambam shanim rabot la'achar miken, parce que d'abord il a cité Maïmonide dans son Perush HaMishnayot, sur la Mishnah de Avot qui dit Al ta'asem kardom lachpor bo, nous n'avons pas le droit de faire de la Torah une pelle ou un ustensile pour je ne sais pas comment est-ce qu'on traduit ça. Quoi qu'il en soit, tu n'as pas de te servir de la Torah à des fins matérielles, et Maïmonide est très très virulent sur cette question, comme nous le voyons ici, dit-il. Rambam dit dans son Mishneh Torah, Kol hamesim al libo sheyasok baTorah velo ya'aseh melacha veyitparnes min hatzdaka harei ze chilel et Hashem ubiza et haTorah. Pour Maïmonide, celui qui, sous prétexte qu'il étudie la Torah, croit qu'il est en droit d'exiger la bienfaisance et que la société lui assure sa subsistance, ce qu'il fait, c'est un chilul Hashem. Il profane le nom de Dieu, biza et Torah, il méprise la Torah, vekibba ma'or hadat. Maïmonide est très virulent sur cette question. Englard dira, certes, c'est la position de Maïmonide, mais on ne peut pas contester le fait que dans la tradition juive, d'aucuns ont essayé
de s'opposer à cette position catégorique de Maïmonide, et dans son arrêt juridique, il donne, je dirais, les deux avis autour de cette question qui était liée aux allocations de logement pour les Avreichim. Y avait-il droit ou n'y avait-il pas droit? Comme dit, il est resté en position de minorité et la Cour suprême a statué que non, il n'y avait pas le droit dans la mesure où il n'était pas considéré comme Mishemematzeh et kosher ha'istakrut. Si tu ne fais pas des efforts pour ta parnassa, tu ne peux pas demander une aide sociale. C'est une question de société très intéressante qui déchire la société israélienne, comme vous le savez. Prochain exemple, l'exemple de Michael Cheshin, le juge Cheshin. Le juge Cheshin, après avoir fait une carrière importante au ministère de la Justice et avoir été lui-même Yoetz Mishpati Lememshala, est arrivé à la Cour suprême dans les années 92. Il y a siégé assez longtemps, jusqu'en 2006. Et Cheshin a cette particularité par rapport à Englard ou Elon que j'ai cité précédemment, mais en commun avec Zilberg et Bechor que j'avais cité avant. Cheshin n'est pas religieux, mais il a des connaissances juives, surtout des connaissances de Tanakh, mais pas seulement, mais surtout des connaissances de Tanakh. Ici, en l'occurrence, dans l'arrêt juridique auquel je fais référence, la question qui a été traitée était encore une fois une question de droit pénal. Dans ce jugement, il y a eu un appel devant la Cour suprême de quelqu'un qui a été reconnu coupable de meurtre. Ce quelqu'un a commis son meurtre alors qu'il était encore mineur. Il n'avait pas encore 18 ans, il avait 17 ans et quelques. Mais la loi prévoit que l'on peut le traîner en justice, bien entendu, et on peut même, et c'était ça la question de savoir, s'il a commis un acte prémédité de meurtre, et ici en l'occurrence, l'accusé a tué son propre père, il l'a d'ailleurs tué sauvagement, et il a été reconnu coupable de meurtre avec préméditation et a été envoyé à une longue peine de prison. Sans entrer maintenant dans les détails de la loi, de savoir quelle était la discussion juridique, la question concernait le problème de savoir est-ce que les termes de la loi qui sont valables pour les adultes sont-ils valables également pour quelqu'un qui est traîné en justice alors qu'il a commis un acte criminel étant mineur. Le juge Cheshin explique qu'on peut lui appliquer les termes de la loi et en ce qui concerne la gravité de son acte, il fait référence à ce célèbre passage de Maïmonide dans son Mishneh Torah concernant la gravité de l'homicide. Et voici ce que dit Cheshin, Ach le motar le harbot bedvarim al chumrata shel averat haretzach venesapek atzmeinu bemiksat midvarav shel Rambam bemishneh Torah. Il n'est pas nécessaire de s'allonger trop longtemps sur la gravité de l'homicide. Mais dit-il, je vais citer Maïmonide sur cette question, et il cite Maïmonide dans son Ilchot Rotzeach u'Shmirat HaNefesh. Maïmonide dit, Afal pi sheyesh avonot chamurim mishfichut damim. Il y a peut-être des averot qui sont plus graves que shfichut damim, comme avodah zara, peut-être. Mais ein bahem ashchatat yishuvo shel olam ke shfichut damim. Afilo avodah zara, ve'en tzarich lomar harayot, o chilul shabbat, enan ke shfichut damim. Il n'y a pas plus grave pour la société que l'homicide. שאלו העוונות הן מן העבירות שבין אדם לקדוש ברוך הוא, אבל שפיכות דמים מהעבירות שבינו לבין חברו.
Chol mi sheyesh biyado avon ze, hareu rasha gamour. C'est la faute la plus grave socialement à laquelle on peut penser, c'est l'homicide, le meurtre, c'est le crime ultime pour Maïmonide. Après vous avoir donné des exemples de juges qui ont siégé à la Cour suprême, je vais terminer par un exemple d'un juge qui était Muhammad, comment dit-on? Il était proposé. Il a été proposé pour être nommé à la Cour suprême, mais finalement il n'a pas été choisi. C'est le juge Moshe Drori, qui a terminé sa carrière de juge après avoir fait une carrière d'avocat comme Sgan Nasi Bet HaMishpat HaMachozi à Yerushalayim. Donc il était vice-président de la Cour de justice du district de Jérusalem. Là, nous allons nous attarder un petit peu plus longtemps sur cet exemple parce qu'il a un intérêt particulier et j'ai contribué dans le cadre de mon travail un petit peu à ce jugement. Alors, je vous invite à partager ce jugement. Le thème de ce jugement était encore une fois dans le domaine pénal. Il s'agissait de savoir dans quelle mesure y avait-il une responsabilité. C'était pas seulement pénal, c'était également civil. C'était également civil. Dans quelle mesure y avait-il une responsabilité d'une chevrat shmira? Comment dit-on chevrat shmira? Une société de garde. Vous savez, il y a ces sociétés qui fournissent des gardiens qui gardent à l'entrée des supermarchés ou à l'entrée de je ne sais quel endroit public pour assurer la sécurité. Et ces gardes ont, pour les besoins de leur travail, ont une arme avec eux qui leur est fournie par la société de garde. En l'occurrence ici, un de ses employés s'est servi de son arme de service avec laquelle il a commis un meurtre. La famille de celui qui a été tué a poursuivi en justice la société de garde comme responsable civilement, une responsabilité civile, responsable du fait qu'elle n'avait pas tout mis en œuvre. Elle avait permis à ce garde de garder son arme de service après son temps de travail et il s'était servi de cette arme de service pour commettre son crime. Et donc, la famille de la victime poursuit en justice pour dommages et intérêts, pour avoir perdu le mefarnes, pour avoir perdu leur père de famille, cette société. Et la question était de savoir, est-ce que la société a effectivement une responsabilité ou n'a-t-elle pas une responsabilité? Dans son jugement, le juge Drori rapporte que lui a été fourni un avis juridique qu'il a demandé concernant un avis de spécialiste de droit hébraïque, de savoir que pense le droit hébraïque de cette question. Et ceux qui ont écrit ce mémoire défendaient l'idée qu'on trouve dans les sources juives, et particulièrement on les trouve chez Maïmonide, l'idée d'une responsabilité absolue d'un propriétaire pour tout dommage qui a été causé par un bien qui était un bien en sa propriété. L'idée de cette responsabilité absolue a été trouvée par un chercheur important dans le domaine du droit hébraïque, le docteur Zerach Warhaftig.
Dr. Zera Varaftik est une figure importante du Mishpat ivri. Et il a fait référence, regardez ici, Maïmonide dans son Ilchot Nezikin. Lisons ensemble cette halakha. J'espère que vous la voyez avec moi. Hamoser dit Maïmonide à la halakha Arba d'Ilchot Niske, Achadale d'Ilchot Niske Mamon. Hamoser be'emto, le shomer chinam, ou le nosé sachar. Donc si quelqu'un donne, confie à garder un animal qui lui appartient, un taureau par exemple, à un shomer chinam ou un shomer sachar, un gardien rémunéré ou pas rémunéré, ou le socher ou le shoel ou un père, quelqu'un qui aurait emprunté l'objet, nichnesu tachat ha'ba'alim. Ils prennent la place du propriétaire. Veim hezika chayav hashomer. Et si la bête a causé un dommage, le shomer en est responsable. Bameh devarim amurim, bezman shelo shmaru haklal. C'est si les gardiens en question n'ont pas gardé l'objet comme il faut. Aval, im shmaru shmira meula, mais s'ils l'ont gardé comme il faut, shmira meula, une bonne garde, veyatsa veizika, et que malgré tout la bête, par force majeure, c'était pas normal, a réussi à sortir de son enclos et à causer un dommage, hashomrim pturim, les shomrim sont exemptés de responsabilité. Ils ont tout mis en œuvre pour garder, et donc leur responsabilité n'est pas engagée. Mais, dit Maïmonide, ve'habaalim chayavim afilu imita et adam. Mais les baalim, le propriétaire de la bête, lui est responsable. Il est responsable même si la bête a tué un homme, c'est lui qui en a la responsabilité. Dit professeur Zerach Varaftik, nous voyons ici l'idée d'une responsabilité absolue. Ça ne dépend pas d'une négligence. Le fait qu'il est Baalim, le fait qu'il est le propriétaire, engage sa responsabilité. Voici ce que dit a priori Maïmonide. Et c'est une halakha très difficile. Elle est d'autant plus difficile que Maïmonide a été sollicité par les Chachmé Lunel. Lunel est une ville de Provence, une ville célèbre célèbre du Moyen-Âge, parce que les Chachmé Lunel, les sages de Lunel, ont eu des correspondances importantes avec Maïmonide et lui ont adressé des questions. En l'occurrence, il s'adresse ici à Rambam lui-même en lui demandant quelle est la logique de sa halakha. Tu as dit, oui, Shmaru ashmira meula shomrim pturim ve'habaalim chayavim. ואנו נסתתמו מעינינו מעיינות החוכמה לדעת מה זה ועל מה זה, על מה הבעלים חייבים בהם, ששמירת השומרים שמירה מעולה הייתה. Pourquoi est-ce que le propriétaire devrait être responsable alors qu'il a donné l'objet, sa bête, à garder à quelqu'un qui l'a gardé comme il faut? Pourquoi devrait-il être responsable? Et regardez, c'est très très intéressant ce que répond Maïmonide. Sa réponse n'est pas du tout un pile-poule. Maïmonide dit, vous avez parfaitement raison. Cette halakha que vous citez, elle est tout simplement erronée. Regardez ce que répond Maïmonide. Gamzo ta'out, c'est tout simplement une erreur. Ve'en ala ma'astikim tluna she'asefer harishon yatsu advarim bagilayon shelo bimkomam. Maïmonide explique que la phrase que j'ai mis ici en bleu, Ve'habaalim chayavim afilu emita et abehema, c'est une phrase qu'il a lui-même rajoutée dans la marge de son Mishneh Torah. Et ceux qui ont ensuite, les scribes qui ont ensuite retranscrit et réécrit les manuscrits de Maïmonide, ont inséré cette phrase, mais ils l'ont insérée à la mauvaise position, à la mauvaise place. Ce qui a fait qu'on lit une halakha erronée. וכבר הוספתי אני עתה דבר שלא היה שם תחילה, והוא אפילו המיתה את האדם. La phrase והבעלים חייבים אפילו המיתה את האדם, c'est moi, dit Maïmonide, qui l'ai rajouté, je l'ai mise dans la marge, croyant que chacun allait comprendre où il faut l'insérer. Mais ceux qui ont recopié mes manuscrits se sont trompés. Voici comment il faut, voici où il faut insérer cette phrase. C'est
s'il y a eu Shmira Meoula, les Shomrim sont Pturim. Vezeu. Maïmonide rajoute après, Shmaru Ashmira Pechuta. Si par contre ça n'a pas été gardé d'une façon parfaite, Im Shomer Chinam ou Shomer Patour, le Shomer, si les Shomer Chinam n'avaient pas l'obligation de garder Shmira Meoula, Shmira Pechuta suffisait, mais les Baalim, eux, devaient oui garder Shmira Meoula. Ve'abaalim Chayavim afilu imita et Adam. Voici ce qui explique donc la responsabilité du propriétaire. Si comme propriétaire, j'ai donné la bête à garder à un gardien bénévole, je sais que le gardien bénévole ne va pas garder la bête de la façon optimale. Et donc, si, ne l'ayant pas gardée de façon optimale, la bête a causé un dommage, ça engage ma responsabilité en tant que propriétaire. Ce n'est donc pas là une idée d'une responsabilité absolue, mais c'est l'idée d'une responsabilité d'avoir été négligent, de n'avoir pas gardé l'objet qui était le mien de la meilleure façon possible. Et donc, conclut le juge Drori, selon cette correction apportée par Maïmonide lui-même, l'idée d'une responsabilité absolue, perd sa pertinence, et il conclut en disant le fichach. Oui, c'est pourquoi Mekubel et alay maskana Dr. Vigoda, qui alpi tikun ze shel Rambam, alpi atshuva ha'amura, nishmet et akarka mitachat leteoriat ha'achrayut hamuchletet bamishpat ha'ivri. Si on s'en réfère à la correction apportée par Maïmonide lui-même, à son propre texte, expliquant comment il fallait, quelle était la bonne version, nous comprenons que l'idée d'une responsabilité absolue perd sa pertinence. Et donc, il réfute l'argument d'une responsabilité absolue. Et pour peu que la personne qui était chargée de garder ce pistolet, ce gardien donc, qui était un homme qui a priori était un homme sain d'esprit, etc., qui a donc fait le fait de lui avoir donné cet objet ne pouvait pas constituer en soi une responsabilité de la société de gardiennage. Et donc, cet argument-là, en tous les cas, est réfuté par le juge qui finalement arrivera à la conclusion qu'on ne peut pas arriver ici à une responsabilité de cette société. Je termine ici mon propos parce que je suis arrivé au terme de l'heure qui m'est impartie. J'aurais pu rajouter encore des exemples du Shofet Rubinstein qui cite le Rambam dans ses Tshuvot. Nous avons vu Rambam dans Mishneh Torah, nous avons vu le Rambam dans le Moreh Nevuchim, nous avons vu le Rambam dans ses Tshuvot au Chachmelunil. Là, il y a encore une autre Tshuva qui est rapportée, et j'aurais pu rapporter également le Shofet Solberg, et encore bien d'autres, mais comme dit, le temps qui m'est imparti est terminé. Et je conclurai donc en disant que ce que nous avons vu, c'est qu'il y a des exemples éloquents, je crois, qui montrent combien la tradition juridique juive, surtout dans des textes tels que ceux de Maïmonide, qui ont cette caractéristique et cette particularité d'être des textes qui sont faciles d'accès, parce que Maïmonide avait un génie pur de la formulation et de la présentation des choses, la clarté de son exposé, la façon systématique qu'il a de nous rapporter les conclusions que l'on peut tirer des sources du Talmud et de l'ensemble des sources qui l'ont précédé sont sans précédent. Et donc, il n'est pas étonnant qu'il est parmi ceux qui sont le plus souvent cités par les juges et les juristes israéliens qui veulent faire référence, qui veulent savoir que dit la tradition juive sur les questions juridiques qui sont les questions qui nous préoccupent aujourd'hui. Ce que nous pouvons voir, c'est que ces questions qui nous préoccupent aujourd'hui, eh bien, les textes soi-disant anciens ne perdent pas de leur pertinence pour peu que l'on sache comment les faire parler et comment tirer de ces sources les enseignements qui vont pouvoir être mis en application dans la société moderne qui est la nôtre.
Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et s'il y a Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va laisser quelques minutes pour les questions si on a qui en ont, si vous avez le temps. Alors, là, vous pouvez ouvrir les micros pour ceux qui ont des questions. Il y avait également quelques questions dans le chat, il me semble. Oui, moi, j'aimerais bien poser une ou deux questions, si c'est possible. Oui, allez-y. Voilà, et concernant la première question, c'était concernant l'exemple que vous aviez donné pour la polygamie. Est-ce que c'était à la suite d'une plainte ou bien est-ce que c'est systématiquement quand quelqu'un est polygame, il est attaqué, enfin il est jugé? Pour peu que cela arrive à la connaissance des autorités, il sera poursuivi. D'accord. Et la deuxième question, est-ce que la consultation du droit juif est systématique ou alors est-ce qu'elle est due à des initiatives personnelles comme celles dont vous avez cité les exemples? C'est une bonne question. J'aurais pu, si j'avais fait ma conférence là-dessus, j'aurais bien entendu faire référence à deux textes de loi. Je vais le faire très succinctement. Il y a un texte de loi de 1980 qui s'appelle Chok Yesodot HaMishpat. C'est un terme très, je dirais, très bombastique, comment est-ce qu'on dit, très solennel, qui parle de donc, la loi sur les fondements du droit. Cette loi est très importante dans la mesure où elle coupe le cordon ombilical qui reliait le droit israélien au droit britannique, au common law anglais, et qui lui substitue une référence à ce que, d'après les termes de la loi, il sera dit que dans des cas de lacunes juridiques, on ne fera plus référence donc au droit anglais, mais on fera référence au, je le dis en hébreu, Ekronot ha-cherut, ha-tzedek, ha-yosher va-shalom shel moreshet Israël. Donc, au principe de liberté, de justice, de droiture et de paix de la tradition d'Israël, de Moreshet Israël. Récemment, d'ailleurs, cette loi a été amendée et on y a rajouté Ekronot ha-cherut ha-tzedek ha-yosher shel ha-mishpat ha-ivri ou Moreshet Israël. Il a été rajouté les termes mishpat ivri. Donc, depuis 1980, lorsqu'il y a une lacune juridique, d'après les termes de la loi, la référence au droit hébraïque devrait être donc statutaire, elle devrait être obligatoire. Mais, de facto, avant de faire référence à cette source juridique-là, le juge a le droit, et non pas seulement le droit, mais il a l'obligation également, et c'est normal, de d'abord vérifier est-ce qu'il ne peut pas trouver une solution au problème juridique qui lui est posé par ce qu'on appelle par des analogies juridiques, par ce qu'on appelle hekesh, analogia. Et de fait, il est rare que les juges n'arrivent pas à trouver de solution aux problèmes qui sont les leurs par analogie juridique. Quoi qu'il en soit, le nombre de fois où cette loi a été mise en application sont minimes. C'est, je ne sais pas, une fois tous les 2 ans à peu près, où le Mishpat ha-Ivri a été utilisé par le biais de cette loi. Ça, c'est une première loi que je peux mentionner. La deuxième loi que je peux mentionner, c'est Chok Yesod Kvod HaAdam Vecheruto. C'est ce qui est appelé communément dans la société israélienne, ou ce qu'a appelé le juge Barak la Ma'apecha Chukatit, la révolution constitutionnelle instituée par les lois constitutionnelles concernant les droits de l'homme qui ont été votées dans les années 90. Et cette loi de Chok Yesod Kvod Adam Vecheruto prévoit dans le premier article les termes suivants. Cette loi vient pour préserver les valeurs de l'État d'Israël comme les valeurs d'un État juif et démocratique. Est-ce que la loi de ce terme juif et démocratique a été la source de centaines d'arrêts juridiques dans lesquels les juges des différentes cours disent puisque la loi définit l'État comme un État juif et démocratique, il est normal, lorsque nous avons une question juridique épineuse à résoudre, d'aller voir ce que disent les sources juives pour savoir comment je vais donner une expression, je dirais, comment est-ce que je vais appliquer les termes de la loi qui demandent à ce que les lois soient interprétées à l'aune de cette loi constitutionnelle qui définit Israël comme un État pas seulement démocratique, mais
juif, comme le disait le juge Elon d'ailleurs, c'est juif et démocratique. Juif d'abord et démocratique après. Alors, il y aura une influence de la décision de la loi sur l'État-nation. On peut imaginer, on peut penser que la loi sur l'État-nation pourrait avoir, dans ce sens, effectivement, des répercussions. C'est ce qu'espèrent en tous les cas les instigateurs, les initiateurs de cette loi. Oui. Maintenant, la question est juste de savoir comment est-ce que cette loi va être interprétée par la Cour de justice, par les différentes cours et surtout par la Cour suprême. Ça, c'est le temps qui nous le dira. Parce que dans le domaine du droit, l'interprétation, l'exégèse, et nous le savons également dans nos sources à nous, nous pouvons avoir des versets très très clairs, qui ont l'air très très clairs, et pourtant nos sages ont su je dirais, réduire leur influence au minimum, voire les annuler de facto. Et on pourrait rapporter force exemples. Et donc, cette capacité d'interprétation n'est pas seulement le propre de nos sages. Je vous assure que les juges de la Cour suprême sont des virtuoses là-dedans aussi. Merci. Est-ce que la loi ottomane a une grande importance dans la loi israélienne? Est-ce qu'elle a dans la loi israélienne actuelle, elle est pratiquement inexistante. Ah. Pratiquement inexistante. La loi ottomane a presque intégralement été remplacée par des lois israéliennes souveraines, autonomes, qui sont le fruit de travaux de législation qui ont été faits. On est maintenant à plus de 70 ans de l'État et il y a eu un travail législatif extrêmement important. Et comme je l'ai dit avant, dans le cadre de ce travail législatif, il y a également la place au sein du ministère. C'est la fonction que j'occupe. Je suis responsable du département de droit hébraïque au ministère de la Justice et ma fonction est celle de mes prédécesseurs et prestigieux prédécesseurs, comme par exemple Menachem Elon ou comme le professeur Nahum Rackover, ont contribué. Nous essayons encore aujourd'hui de contribuer à ce que, tant que faire se peut, les lois qui sont votées, qui sont élaborées, prennent en considération, tant que faire se peut, nos sources juives. D'après les exemples que vous avez donnés jusqu'à présent, c'était des juges qui étaient, comment dire en français, enclins à être plus pro la loi juive. Est-ce que c'est la même chose maintenant avec la Cour suprême et les tribunaux? Cela dépend. Il y a quand même un changement assez important. Cela dépend. Je dirais que la question de savoir dans quelle mesure est-ce que les juges font référence aux sources juives, le point déterminant est effectivement celui que vous mentionnez. C'est dans quelle mesure est-ce que ces juges sont eux-mêmes enclins à considérer cela comme quelque chose d'important. Ce n'est pas obligatoirement qu'ils sont eux-mêmes religieux. Ce n'est pas une question religieuse, parce que pour d'aucuns, c'est une question, je dirais, c'est une question nationale, c'est une question culturelle. D'aucuns comprennent cette importance culturelle de la tradition juridique juive. Malheureusement, je suis obligé de constater que la majorité des juges, majoritairement, je crois, par ignorance et non pas par animosité. Majoritairement, tout simplement par ignorance, parce que pour pouvoir faire référence aux sources juives, pour ceux qui ont un petit peu pratiqué le Talmud, les responsa, les grands commentateurs, etc., ils savent que ces textes sont d'accès ardu. Et sans avoir un bagage sérieux d'études juives, d'études sérieuses de yeshiva, le juge Zilberg, par exemple, qui lui-même, autant que je sache, c'est traditionnel peut-être, mais on ne peut pas, si on devait l'étiqueter, on ne l'étiqueterait pas aujourd'hui comme, c'est pas le Mafdal.
ouais, si vous voulez, c'était pas Abaït Ayoudi. Mais c'était un homme d'une grande érudition, d'une grande connaissance. Il était Talmid Chacham dans ce sens-là, par le fait qu'il a acquis un bagage important dans sa jeunesse. Et force est de constater que c'est ça le point essentiel. Les juges qui ont eu cette formation, encore que, je pourrais dire que le juge Drori, qui n'a pas, à ma connaissance, c'est un ami à moi, il n'a pas passé des années dans les yeshivot, il a fait l'armée normalement, etc. Mais c'est un homme qui a été Kovea Itim la Torah durant toute sa vie et qui a eu à cœur de consacrer son temps, son intérêt intellectuel au Talmud, au Mishpat Ivri, et il a acquis dans ce domaine-là des connaissances importantes, et ce qui l'a habilité à être un de ceux qui s'est le plus servi des sources juives dans ses arrêts à la Cour de justice dans laquelle il a siégé. Il faudrait que ça fasse partie du cursus. Je suis obligé de m'arrêter ici, c'est pour ça que j'avais demandé de commencer un peu tôt. Ça sera pour la prochaine fois. Merci beaucoup en tout cas. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et Reftov le Koulam, et à une prochaine fois. Merci beaucoup de cette intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mikou. C'était passionnant et brillant. Passionnant. Toda Rabba. Toda.